Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous propose un exposé qui est constitué de deux parties. La première va suivre le foisonnement herméneutique, ce que nous avons déjà vu ce matin, et la seconde partie ne sera qu'un modeste corollaire à ce que Barbara Cassin vient de nous exposer si admirablement. Pour comprendre, nous devons interpréter. Et en interprétant, nous multiplions les versions possibles. À la limite, et pour faire court, la compréhension par la multiplicité des versions possibles devient à la lettre incompréhensible, c'est-à-dire insaisissable, intenable. C'est un élément qu'il faut voir, disons, à la limite, c'est-à-dire ou bien dans le foisonnement des interprétations dans le temps, ou bien dans leur distribution dans l'espace quand il s'agit d'agir. Le point de vue est une manière de répondre à cette pluralité par l'organisation de l'interprétable à partir du sujet. Et je veux bien souligner cet élément qui est surgi dans nos discussions, mais il faut le mettre en relief. Le point de vue est en effet, je dirais, la manière par laquelle le sujet se met en place. Or, cette mise en perspective a été critiquée non seulement hier, mais déjà par Pascal, que je cite. « Ceux qui sont dans le dérèglement disent à ceux qui sont dans l'ordre que ce sont eux qui s'éloignent de la nature et ils croient le suivre. » C'est-à-dire, ceux qui sont dans le dérèglement croient suivre l'ordre, ils disent aux autres le contraire. Comme ceux qui sont dans un vaisseau croient que ceux qui sont au bord s'éloignent. Le langage est pareil de tous côtés. Il faut avoir un point fixe pour en juger. Le port règle ceux qui sont dans un vaisseau, mais où trouverons-nous ce point dans la morale ? C'est l'un des grands paradoxes de Montaigne qu'il faut à chaque instant rappeler. Il faut avoir un point fixe pour en juger. Pour ceux qui sont dans la mer, le port suffit. Mais où trouverons-nous ce point dans la morale ? Pascal nous invite à nous voir dans le mouvement qui nous promène, au moment même où nous prétendons fixer un point de vue qui puisse nous paraître un point fixe. C'est notre contradiction. Nous sommes dans le mouvement. En plus, le XXe siècle, avec Einstein, nous l'a tellement démontré 1000 fois que le paradoxe de Montaigne doit être pris très au sérieux. Nous sommes dans un mouvement qui nous promène et nous prétendons en même temps de fixer un point de vue qui puisse nous paraître un lieu d'ordonnement, de règlement. L'argument pascalien qui est posé a parte subjecti se complique d'autre part a parte objecti. Pour la plupart des cas, les objets sont opaques. Nous les distinguons normalement grâce au codage qui est inscrit quant à la perception, nous l'avons vu hier, dans notre mémoire. Je parle d'adultes en ce moment. Dès que nous sortons de l'usuel du quotidien, de ce codage, la perception se trouble. Je ne donnerai ici qu'un exemple historique. Depuis 8 siècles, l'un des chapiteaux de Moissac, je renonçais à toute image. D'abord, à cause de la beauté, je savais déjà qu'il y avait des images bien plus belles, donc je renonçais aux images, et puis aussi pour une bonne raison, puisque finalement, moi je crois que l'image que nous donnons instantanément d'un objet n'est pas l'image que les autres ont dans leur tête, n'est pas l'image que vous verrez à Moissac, où je vous invite, donc j'ai préféré renoncer à toute image, ça me paraît d'une certaine manière répondre mieux à notre aporie substantielle. L'un des chapiteaux de Moissac nous montre l'impossibilité de définir en interprétant. Une figure humaine, cela, des ailes rudimentaires, des bandes et des nœuds. Sera-t-elle, cette figure ambiguë, à cause aussi de la torsion de l'espace qui est inscrite
dans cet espace? S'agira-t-il, et à cause aussi de la légère dissymétrie des ailes, une ascension d'Alexandre, comme un certain nombre de commentaires le dit, ou une damnation d'Icare? C'est un Alexandre qui monte, alors vous privilégiez l'idée des ailes qui font monter, ou bien une damnation d'Icare et vous privilégiez l'autre aile qui est en train de descendre. Ce sera la divinisation de l'humain ou la damnation de son orgueil. Un exemple de la dignitas hominis, comme l'Ulysse de Dante, ou un rappel de la vanité de notre aspiration à retrouver un destin divin. Au fond, le signe n'est jamais définitif, entre guillemets, c'est-à-dire capable de définir. Il renvoie l'interprète à son accent, à sa mémoire, c'est-à-dire à notre mémoire, à sa colligance des mots, comme Rabelais le disait. L'herméneutique est la forme même de l'opacité de notre approche aux choses. Celles-ci existent sans besoin d'être définies, en tout cas, elles ont une place, disons au moins cela. Nous leur prêtons un nom, un sens, une direction. Leur silence est rempli par notre figuration. Cet argument spatial, pour l'instant nous ne sommes que dans le spatial a parte subjecti, a parte obiecti, se complique sur l'axe du temps. Il suffirait ici, je prends un autre exemple historique, d'évoquer l'exemple pluriel de l'abbaye de Fontevraud. Je renonce à toute image, je ferai comme ça, l'objet est loin, mais il vaut mieux d'y aller. De Robert d'Arbrissel à Jean Genet, du couvent de l'origine à la prison d'État, de la chapelle pour les gisants royaux à Cuisine, inutilisée du reste, paraît-il. Il y a tout un débat sur cet espace merveilleux que vous avez vu peut-être plusieurs fois. Est-ce qu'il s'agit d'une chapelle? Est-ce qu'il s'agit de cuisine? Mais il n'y a pas de trace donc les restaurations successives. Enfin, je ne veux pas entrer dans ce détail. Et peut-être deux ruines comme c'était après la période d'utilisation comme prison. Demain, paraît-il, musée virtuel d'un espace de mémoire collective. Cet objet historique, ce chronotope, j'aimerais bien dire, nous montre l'impossibilité de nous poser dans un point de vue chronologique, ou plutôt de nous poser au point de vue chronologique, dans un point de vue capable de saisir les stratifications interprétatives qu'un objet complexe, comme par exemple l'abbaye de Fontevraud, couvent, prison d'État, des saints et des damnés, nous montre. La page d'ouverture du miracle de la rose de Jean Genet le dit admirablement. Permettez-moi de lire seulement ces quelques pages, ces quelques lignes. De toutes les centrales de France, voilà, vous parlez d'abbaye de Fontevraud, et première ligne, de toutes les centrales de France, Fontevraud est la plus troublante. C'est elle qui m'a donné la plus forte impression de détresse et de désolation, et je sais que les détenus qui ont connu d'autres prisons ont éprouvé, à l'entendre nommer même, une émotion, une souffrance comparable aux miennes. Je ne chercherai pas à démêler l'essence de sa puissance sur nous, qu'elle la tienne de son passé, de ces abbesses filles de France. À Fontevraud, Robert d'Arbrissel avait laissé comme responsables les femmes et pas les hommes. Donc c'est le premier signe d'une égalité, en tout cas d'une primauté des femmes dans la gestion d'un couvent, de son aspect, de ses murs, de son lierre, du passage des bagnards partant pour Cayenne, des détenus plus méchants qu'ailleurs, de son homme, il n'importe, mais à toutes ces raisons, pour moi s'ajoute cette autre raison qu'elle fut le sanctuaire vers quoi montaient les rêves de notre enfance. Je sentais que ce mur conservait, et maintenant je lis très lentement, conservait la forme même du futur. Conserver la forme même du futur. D'où, en connaissant un peu l'œuvre de Genet, on pourrait déjà s'interroger, est-ce que c'est un dernier coup d'épée pour dire que notre forme du futur sera à jamais
une prison, ou bien il s'agit en effet de cumuler toute cette mémoire collective pour dire c'est une mémoire collective si riche qui est, elle, porteuse du futur, mais la première page s'ouvre déjà avec cette espèce d'aporie. Quelle sera cette forme même du futur? Pour sortir de ce paradoxe sceptique, qui est résumé de Montaigne à Pascal sous la célèbre formule de Montaigne « Nous ne faisons que nous entregloser », une forme d'herméneutique démocratique serait à la fin une tautologie généralisée. Et pour arriver au moins à une description-décision, je voudrais là interroger nos amis scientifiques. À mon sens, je crois qu'il est difficile de distinguer dans notre travail sur les mots la description de la décision, parce qu'une description est déjà une décision autour des traits pertinents ou des traits que nous considérons pertinents à un objet. Et pour arriver donc à une description-décision capable de dégager les compatibilités du possible, moi je sais que je parle d'une manière un peu compliquée, mais les compatibilités du possible. On ne peut pas définir le possible si on ne définit pas en même temps ce qui est compatible à notre vision du possible, mais ce qui est compatible à notre vision du possible, ou ce que nous appelons, dans notre perspective, le possible, détermine déjà la partie qui est pensée par nous, par notre description-décision, comme incompatible. Il n'y a pas un possible absolu et il n'y a pas un compatible absolu. Donc toute compatibilité détermine une incompatibilité et donc pour dégager ces compatibilités du possible, il est nécessaire, à mon sens, à chaque instant, de faire un peu de tabula rasa. Permettez-moi enfin de nommer ce terme qui me semble absolument nécessaire, d'éliminer des traits pour en focaliser d'autres. Je crois ça à tous les niveaux de l'expérience humaine et à tous les âges. Le travail de la perception, de la définition, de la mémorisation est tout d'abord un immense chantier de sélection, d'effacement, de composition de traits de pertinence. En réalité, nous faisons ce type de travail, dont la valeur est, au fond, fournie a posteriori, pas a priori, fournie a posteriori par leur rentabilité opérationnelle. Et là, il faudrait ouvrir tout un territoire. Je commence à faire déjà un peu d'autocritique. Nous aurions dû inviter des mathématiciens ou des historiens des mathématiques du fait que la démonstration, l'élégance de la démonstration, c'est-à-dire la démonstration courte, est l'une des versions modernes du travail du mathématicien, parce qu'on a toujours derrière nos épaules le paradoxe d'Achille et de la tortue. On peut très bien rester dans cette non-rentabilité et le caractère de vérité reste pourtant acquis aux deux, aussi bien Achille que la tortue. Donc, le critère de la rentabilité opérationnelle, ce mouvement doit être sélectionné parce qu'il est plus rentable, ce type de prise de vue doit être sélectionné parce qu'il est plus facile, etc. C'est un acquis a posteriori, mais qui peut être remis en discussion à chaque instant, par exemple, tout simplement par notre mémoire historique de comment ces processus se sont faits. Et je dirais même que nous sommes tellement envahis par un besoin de démonstration par la numérisation que nous oublions qu'il y a 2 siècles, dont l'autre jour dans l'histoire de l'humanité, les mathématiciens, y compris Galilée, étaient heureux de pouvoir montrer un argument par évidence. Donc, il s'agissait de dégager la beauté de cet élément et de faire de démonstrations par évidence. Il y a dans le Saggiatore des pages admirables sur ce point. Ceci vaut pour les objets, mais aussi pour le travail herméneutique en tant que tel. Et je viens maintenant à la seconde partie de mon exposé, tout en laissant ouvert le champ de ce discours autour des traits de pertinence
et donc de la tabula rasa qui, me semble-t-il, est nécessaire. Autrement, sans le travail de la tabula rasa, nous serions dans le cas qui a été illustré admirablement par Borges, Funès ou de la mémoire. Du fait que, pour bien rappeler une journée, il faudrait la mémoriser entièrement. Si on ne veut pas imaginer que nous sommes en réalité dans un travail de tabula rasa, il faudrait mémoriser tout ce que nous avons vécu, et la mémoire la plus parfaite est celle qui reproduit les 24 heures, mais du moment où vous reproduisez les 24 heures que vous avez vécues un jour, vous les reproduisez à jamais, donc en réalité vous ne vivez qu'un jour, un seul jour entièrement mémorisé. Donc, la plus belle manière de démontrer la vanité de la mémoire est une mémoire parfaite qui serait une parfaite tautologie. Alors, je viens maintenant à la seconde partie, qui est en réalité, sans le savoir, un hommage à Barbara Cassin et à sa lecture de l'héritage classique. Cette tabula rasa s'accélère dans des époques qu'on pourrait du reste proposer vers la palingenèse. Là aussi, je fais des discours importants, l'exemple à la limite, comme il y a une limite de la mémoire, la tautologie, il y a une limite de la tabula rasa, c'est la palingenèse. C'est-à-dire, vous arrivez tellement à tout éliminer qu'après, il faut refaire à neuf. C'est un peu l'esprit, je ne dirais pas des révolutions, parce que comme Steiner le disait une fois à Genève, il disait « les révolutionnaires ne font que faire tourner la surface de la Terre, il vaut mieux penser à des réactionnaires, comme je le suis, parce que les réactionnaires prennent en charge l'argument révolutionnaire et répondent à celui-là, donc ils ont une richesse supplémentaire. » Bon, je ne vais pas donc penser à cette dialectique qui nous porte peut-être à tourner en rond, mais je pense plutôt au sens étymologique de palingenèse, c'est-à-dire nouvelle naissance. Et je ne prendrai qu'un exemple, exactement comme Barbara Cassin l'a fait, on ne s'est pas parlé avant, qui concerne 68, dont nous fêtons ou détestons les 40 ans. À ce foisonnement de textes qui concerne 68, je voudrais ajouter quelques éléments. D'abord, bien sûr, j'ai pensé à 68 parce qu'à la base des lectures qui ont produit 68, il y a un certain nombre de textes palingénétiques qu'on venait de publier, comme par exemple Fourier, dont les œuvres complètes commencent à être republiées à partir chez Anthropos de 67, et d'autres textes encore qui étaient orientés par eux-mêmes, pour ainsi dire, vers la tabula rasa, comme la théorie de la négativité d'Adorno et Horkheimer, qui étaient quand même des grands théoriciens par le chemin de la négativité de la tabula rasa, ou encore ce qui fait là aussi un effet palingénétique par des textes utopiques surgis de tout continent, Guevara, Illich, Danilo Dolci, Don Milani, et même la formule qui joue bien en italien, un peu moins en français, la Cina è vicina. C'était le motto de 68 avec les livrets rouges, etc. Donc vous voyez qu'il y a un chronotope qui dégage un certain nombre de textes palingénétiques, etc. Mais je ne voudrais pas parler de cela, parce que c'est trop facile, mais d'autres textes moins marqués, moins suspects aussi, mais peut-être plus radicaux, qui ont marqué cette accélération. Et je me réfère ici au journal de Dag Hammarskjöld, Jalon, paru d'abord en 1963. Hammarskjöld était le secrétaire général des Nations Unies, donc c'était une figure publique, élu la première fois pour un premier mandat après le Norvégien, qui était le premier secrétaire général de l'ONU après la Deuxième Guerre. On pensait aux pays qui étaient neutres, donc Norvège, Suède, Finlande. Non, la Finlande était encore finlandisée, donc c'était Suède et Norvège. Il est reconduit pour un deuxième mandat et il meurt avant de terminer, disons, d'une manière, par un accident, au Katanga, au Congo. Et après, on lui donnera posthume le prix Nobel de la paix.
après sa mort, on publie en 1964 ces Merking, ces Wegmerken, ces jalons, c'est la traduction française, qui sont précédés sur la page d'Exergue. Je lirai d'abord mon modeste suédois, mais enfin, pour donner simplement le son des termes. Endast den hand som stricker ut kan skriva det rätta, vous verrez. L'année suivante, ce texte et cette version qui a fait autorité un peu partout dans le monde, ce texte est traduit avec une préfaction de Winston Auden, donc un grand écrivain, en anglais, à New York. Et cette phrase d'Exergue sonne déjà avec quelque chose de différent. Only the hand that rises can write the true thing. Alors, det rätta devient déjà la chose vraie. Et en plus, Auden ajoute Meister Eckhart. La même année, ce livre est traduit en italien et la traduction italienne, on est dans ce paradoxe, je l'ai pris exprès, la multiplication de traductions autour d'un terme qui vous invite à tout effacer. La multiplication des traductions autour d'un terme, seule la main qui efface peut écrire la vérité. Et en même temps, dans les différentes traductions, ce texte dont nous ne savons pas pour l'instant quelle est la source devient le texte de Meister Eckhart, une invitation à la tabula rasa. En italien, c'était solo la mano che cancella può scrivere la verità. Enfin, il y a la traduction française qui a été faite par deux auteurs qui ne sont plus là maintenant, mais qui sont peut-être les meilleurs traducteurs de ce texte en 1966, donc encore une fois à la veille de 1968, et cette fois la version française ajoutait non pas Meister Eckhart, mais le vrai auteur, c'est-à-dire Bertil Malmberg, poète suédois, 1889-1958. Voilà la version française. Seule la main qui efface peut écrire le mot juste. La vérité, le mot juste, det rätta. Et pour comprendre quel est ce mot juste, et pour sortir de tout équivoque, comment dirais-je, trop correct, je suis allé chercher dans les papiers ici à la bibliothèque scandinave de ce poète, et voilà d'où ce texte sort. C'est un poème qui est traduit en français par le traducteur du poème, Loi pour les sans-loi. Vous voyez que déjà on est dans un dérapage de plus en plus grand, et cette phrase qui, à son origine, dans la version de Winston Auden, est presque un programme politique, en plus dans le même Descartes, et ça a été lu par tous les gens des révoltes de San Francisco, de Los Angeles de novembre 67, et puis bon, ça deviendra mai 68, mais novembre 67, un texte qui paraît si fort, seulement la main qui érase, donc qui fait tabula rasa, peut écrire la vérité, en réalité est traduit à partir d'un poète suédois qui nous dit « J'ai aimé la dissolution pour sa sculpture des secondes, pour sa soudaine clairvoyance et sa noblesse décadente. Jamais je n'ai vu de plus sévère visage, plus sévère, plus incorruptible, on l'a évoqué hier, plus lourd de sens que ceux qui, en certains, apparaissent progressivement depuis les encoignures. Et cela, je veux le restituer par flèche, puisque ça parut par flèche, car il n'y a de clair que les flèches. Seule la main qui efface peut écrire comme il faut. Eh bien, je crois que là, nous sommes vraiment au point le plus sensible de notre réflexion.
parce que nous avons besoin d'une tabula rasa, mais dès que cette tabula rasa, pour ne pas mettre dans la paralysie de la tautologie, commence à être interprétée à son tour, elle se dissout. Et du reste, le CEDOA, j'ai demandé un peu, mais j'aimerais avoir l'avis des juristes présents dans cette salle, d'être recta, c'est encore une fois le droit, hein, vraiment, ce qui est droit, ce qui est correct, ce qui est juste, c'est aussi ce qui est commensurable à la règle. Hein. Donc, ce qui est dans une mesure du possible. Et peut-être que la traduction a fait un choix à la traduction du traducteur de Malberg par Hammarskjöld. Seule la main qui efface, c'est écrire comme il faut. Mais il faut ce il. C'est pas un il, c'est un il d'ajustement à la bonne orthographie ou c'est un il faut prescriptif. Vous voyez la complication de cette nature. D'où, si on prend les textes d'Hammarskjöld, eh bien, il faudrait peut-être aller plus loin et voir que finalement, Hammarskjöld, dans son journal, qui est épuisé mais que je vais rééditer, prit un choix radical. Il dit, c'était un homme vraiment de la grande conciliation, il cite sans différence Ibsen, Jean Delacroix, Hermann Hesse, Thérèse d'Avila, Shakespeare, Le nuage d'inconnaissance, etc. Donc, exactement comme Michel Tardieu l'a dit ce matin, un passage par la mystique pour revenir à la politique. Ça a été quand même l'un des grands hommes politiques de notre siècle passé. Eh bien, il dit, je le cite par cœur, il avait tellement de foi qu'il renonça à cette confirmation contre le ridicule qu'est une affirmation partagée. Pas besoin de vérification. C'est un il en réalité autobiographique. Et nous pouvons peut-être le comparer, ce trait de décision, pour ainsi dire, à une image de quelqu'un qui pourrait être comparé, au moins dans la poésie, et dans les mêmes années à ce que Dag Hammarskjöld a fait, c'est-à-dire Paul Celan, qui nous dit quelque chose à propos de la vérité. Nous avons lu chez Malberg que cette vérité ne se fait jour que par flèche, par éclat. Et cela, je vais le restituer par flèche, puisque c'est apparu par flèche, car il n'y a de clair que les flèches. Eh bien, dans son poème Ein Dröhnen, Paul Celan nous dit un éclat, quoique éclat ne traduit pas précisément Dröhnen, existe die Wahrheit selbst. Un éclat, c'est la vérité même, ce flash, qui est entré parmi les hommes au beau milieu du tourbillon des métaphores. Nous ne pouvons pas sortir des métaphores s'il n'y a pas d'éclat, mais l'éclat ne nous appartient pas. Merci. Je ne vais pas renoncer à titre de post-scriptum, puisque j'ai encore peut-être une petite minute, à ajouter un passage du livre peut-être de plus grande sagesse des temps classiques, c'est-à-dire l'Ecclésiaste, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre.